Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Tout de suite les titres de ce 16 mai. Marisol Touraine sera-t-elle oui ou non ministre des Affaires sociales au gouvernement Jean-Marc Ayrault? Le suspense reste entier. On en saura un petit peu plus dans quelques minutes. À Tours, la bibliothèque municipale prend un coup de jeune et vend son mobilier des années 50 aux enchères samedi après-midi. Et enfin, à Romorantin, la légende des 24 heures du Mans à l'honneur au musée Matra, une collection de 15 voitures d'exception. Bonsoir, le suspense reste entier. On ne connaît toujours pas la composition du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. En Touraine, tous les yeux sont rivés sur le sort de Marisol Touraine, la présidente du Conseil général d'Indre-et-Loire, est pressentie pour être ministre aux Affaires sociales. On devrait être fixé dans les minutes qui viennent. En tout cas, cette nomination aurait des conséquences pour notre département puisqu'elle devrait démissionner de la présidence du Conseil général qu'elle occupe depuis 1 an, conformément à la volonté de François Hollande. Dans cette hypothèse et seulement dans cette hypothèse, pour l'instant, ça n'est qu'une hypothèse, nous le savons, quels seraient les scénarios possibles pour élire le ou la nouvelle présidente du Conseil général d'Indre-et-Loire, Briane Bock. Marisol Touraine, nommée au gouvernement, devra suivre la règle de François Hollande sur le non-cumul des mandats exécutifs et donc quitter la présidence du Conseil général d'Indre-et-Loire. À partir de ce moment-là, les 37 conseillers généraux auront 1 mois pour élire le nouveau président de département. La majorité du Conseil étant à gauche, le ou la nouvelle présidente serait donc de gauche, mais les autres partis pourraient présenter leur candidat. Mais comment serait désigné le candidat de gauche? Un vote simple entre conseillers de gauche, sans la consultation des militants. Un vote sous forme de primaire qui consulte uniquement les militants de gauche. Et enfin, un vote sous forme de primaire citoyenne. Ce serait alors comme pour les primaires socialistes au présidentiel, où n'importe quel citoyen pourrait voter. Cette forme est une idée soutenue par Claude Roiron, ancienne présidente du Conseil général. Je pense qu'il faut non seulement évidemment que les socialistes soient consultés, mais je pense qu'il faut que les gens de gauche et tous ceux qui sont intéressés par le département, par faire de ce département durablement un département de gauche, puissent y participer. Donc c'est pour ça que ça me semble être une belle leçon de démocratie que nous avons donnée à l'automne dernier. Et ce n'est pas impossible que les Tourangeaux puissent continuer sur ce chemin-là dans, je dirais, dans l'été ou peut-être au début de l'automne ou à la fin du printemps. Petit bémol, l'organisation des primaires citoyennes pour la présidence du Conseil général serait un vrai casse-tête à mettre en place. Ce mode serait surtout inédit car il n'a jamais eu lieu en France pour l'élection d'un président de département. Pour Martine Chéniaud, conseillère générale, les membres du Conseil ne peuvent pas, seuls, élire un nouveau président. On peut laisser la parole aux militants, donc il faut que les choses se passent le mieux possible. Je crois qu'il y a plusieurs étapes. La première chose, c'est d'abord de présenter des candidatures auprès des militants, que les militants ratifient et qu'ensuite les conseillers généraux puissent élaborer leur choix par rapport à ce que la population, les militants vont exprimer. Si le départ de Marisol Touraine réorganisera le Conseil général, pour les élus de gauche, la priorité est maintenant aux législatives, afin de donner la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. La campagne des élections législatives des 10 et 17 juin a bel et bien commencé. Premier débat sur TV Tour Val-de-Loire ce soir avec Guillaume Pelletier, Laurent Baumel, Gilles Godefroy et Jean-Michel Baudin. Extrait. Si vous voulez, dans une situation de crise, relancer l'économie, oui, il faut faire un peu de dépenses. Alors pas n'importe comment, des dépenses qui soient orientées vers des secteurs porteurs de croissance. Et il y a un cadre pour faire ça aujourd'hui, c'est l'Europe. Il faut absolument contrôler le fait que cet argent bénéficie à ceux qui habitent à l'intérieur de l'Hexagone, et je dis bien de l'Hexagone et non pas de l'Europe, parce que l'Europe n'a jamais servi à rien à ce niveau-là, n'a jamais protégé qui que ce soit. Si l'Europe avait servi à protéger quelque chose, ça se saurait. Si on veut plus de croissance, il faut moins de dettes, il faut moins de dépenses publiques, et ça n'est pas évidemment par la création de dizaines de milliers de postes de fonctionnaires supplémentaires, comme le propose par exemple le projet du Parti socialiste, qu'on y parviendra. Il faut savoir investir dans les services publics, dans la dépense publique. On a besoin d'enseignants, on a besoin d'infirmières, bref. En même temps, on a besoin d'investir pour développer l'économie, c'est évident. Mais on parle, et vous parlez des charges, vous parlez des charges patronales, mais vous ne parlez jamais des charges financières. Le rôle de la financiarisation en France et en Europe est tout à fait catastrophique.
L'aéroport de Tours-Val-de-Loire élargit ses destinations. Aujourd'hui, la compagnie lance sa toute nouvelle liaison Tours-Southampton au sud de l'Angleterre. Des vols de 45 minutes à raison de 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi avec Flybe. Des avions qui pourront compter jusqu'à 79 passagers et concerner au total 4000 personnes jusqu'au 8 septembre. À Tours, la bibliothèque municipale est sur le point d'être rénovée et pour cela, elle vend son mobilier aux enchères samedi après-midi. Un mobilier signé en grande partie par l'architecte Pierre Patou. Une vingtaine de tables, une trentaine de bibliothèques. Les particuliers comme les professionnels pourront donc acheter ce mobilier des années 50, Michael Briffaut. Tables, chaises, étagères, tout doit disparaître avant le début des travaux. Le coup de jeune donné à la bibliothèque municipale passe aussi par le renouvellement du mobilier devenu inadapté. Au total, 140 lots sont mis aux enchères, une manière de donner une deuxième vie à ces meubles dessinés par Pierre Patou, un architecte qui a entre autres œuvré à créer le mobilier du paquebot Normandie. Alors à mon sens, les pièces importantes de cette vente sont les bibliothèques double face que l'on retrouve ici, soit 3 pieds, soit 2 pieds, tubulaires métalliques avec une armature en bois. Ce sont 2 matériaux qu'on retrouve très souvent tout de suite après-guerre pour une question de coût et d'esthétique. Je pense que ce sont les pièces qui vont avoir le plus gros succès au moment de la vente samedi parce que vraiment elles représentent toute cette époque. Ces bibliothèques sont mises à prix entre 400 et 600 €. Elles devraient facilement trouver preneur même s'il faut prévoir un peu de restauration. Professionnels et même novices peuvent facilement se porter acquéreurs avec des premiers prix à 60 € les 3 fauteuils. C'est important que la vente ait lieu dans son jus, c'est-à-dire dans le bâtiment pour lequel le mobilier a été créé. Il y a aussi une autre raison, ça permettra donc à l'ensemble de la population de la ville de Tours et de la région d'être présent plus commodément plutôt que de se transporter dans un autre lieu et une autre ville. En outre, comme vous le voyez, c'est un mobilier relativement volumineux et important, il y a de nombreux lots. Et le coût du transport et du déménagement aurait été considérable. La ville de Tours a toutefois tenu à conserver une petite partie des meubles pour garder une trace du passé. Des pièces partiront au musée des Beaux-Arts et au futur centre Olivier Debré. Au sein de la bibliothèque, une salle témoin sera créée pour admirer ce mobilier historique. Et sachez que vous pourrez assister à 2 expositions publiques ce vendredi toute la journée et samedi jusqu'à 13 h avant la vente. Ce soir, un nouvel épisode de notre série de reportages au Maroc, toujours dans la région de Meknès. On s'intéresse cette fois-ci à l'éducation avec cet échange scolaire entre le collège Michel Bégon à Blois et un collège situé à Azrou, le collège à l'Atlas. La rencontre entre 2 classes. Reportage Florent Carrière. Dans la cour de ce collège d'Azrou, au milieu de la masse, ils sont 17 collégiens de Blois. Un échange scolaire parmi tant d'autres, sauf que pour Nouella, c'est un retour au pays. Partie en France à l'âge de 5 ans, elle revient souvent au Maroc, mais ne connaît pas le système scolaire. Alors ses attentes... À connaître comment se passe la scolarité ici au Maroc, la différence des cours, des classes et la différence du comportement des élèves aussi. À Blois, la communauté marocaine est présente, c'est même la première communauté. Ainsi, la moitié des collégiens qui participent à cet échange sont d'origine marocaine. Et contrairement à ce que l'on aurait pu croire, ce sont ceux qui ont eu le plus de mal à passer le stade des présentations. Ils étaient très timides, hein. beaucoup de mal à prendre la parole en public, hein. Même si en fait ils parlent arabe couramment. Il y a eu un refus au départ, ils ne voulaient pas. Je l'explique par le fait qu'ils se sentent toujours entre 2 cultures, enfin le discours banal. Ces collégiens, nous les avons rencontrés 3 jours après leur arrivée et forcé de constater que le naturel a pris le dessus sur la timidité. Ça taquine un petit peu quand même là, hein? Ouais, c'est vraiment bien, tout le monde est sympa. Jonathan, lui, n'a pas d'origine marocaine. Attendez, je m'écarte. Alors il découvre un pays et sa culture, une autre société. Les différences notables qu'il a notées. La nourriture, les maisons, les jeux, tout. Pratiquement tout le monde prie. Tout le monde porte des chaussons pour sortir. Et la chaleur est insupportable. Au programme de cet échange, activités sportives, découverte des environs d'une classe marocaine, mais surtout apprendre à connaître l'autre. Ah oui, c'est très gentil, mais également les Marocains. Ils sont hyper gentils et c'est un honneur de nous visiter au Maroc et nous sommes hyper ravis.
Les collégiens d'Azrou rendront visite à leurs camarades français en 2013 à Blois. Une coopération entre les deux villes qui ne fait que débuter. Le lycée Tariq a lui aussi entamé un partenariat avec le lycée de Seine de Blois. Et on passe au sport avec du football et cette 38e et dernière journée du championnat de Ligue 2. Les joueurs du Tour FC se déplaceront à Metz. Metz qui reste condamné à la relégation nationale. Quant aux hommes de Peter Zeidler, ils souhaitent simplement consolider leur 6e place en haut du classement. On écoute l'entraîneur. On parle de la dernière impression à domicile. On a fait une très bonne impression. Maintenant, il faut faire une dernière impression de la saison. C'est pareil. Et là, on veut refaire le truc qu'on a fait contre Le Mans, c'est-à-dire faire un très bon match, aussi, si possible, avec le résultat. Et là, après, je serais content. On pourrait partir pour quelques jours en vacances et après reprendre. Ouais. Déjà, c'est dans la tête, l'avenir, c'est bien, c'est clair, c'est clair. Et on en vient à cette belle initiative Handy Art pour la 3e année consécutive. L'Institut du travail social organise des ateliers artistiques et culturels. Le but, favoriser l'intégration des handicapés moteurs et cognitifs. Ils étaient 300 à y avoir participé hier. Romain Delville. Une quinzaine d'ateliers, 30 à 40 minutes par atelier et pour cause, plus de 300 personnes ont participé à la 3e édition d'Handy Art, accompagnés de 70 bénévoles. À l'atelier cuir, Thomas est parti à la chasse à l'interview, en a perdu sa place. C'est pas grave, le matin il a voyagé vers l'Afrique grâce à l'art et à la culture. J'ai déjà fait un atelier danse africaine et atelier de percussion au niveau des tambours africains. Donc cela m'a très bien intéressé et j'ai été emporté par la musique africaine. De leur côté, Lucie et ses amis quittent l'atelier bijoux pour confectionner des objets en osier. C'est mon rêve de faire des bijoux. Alors comment vous l'avez fait ce bracelet? Avec mes goûts et puis avec les couleurs que j'aime. Dans la salle osier et mosaïque, de jeunes élèves côtoient des personnes en situation de handicap. Côté osier, on fabrique des dessous de plat. Côté mosaïque, on habille un cadre photo. Ceux qui viennent là aujourd'hui sont ravis de repartir avec leur petit cadre. Ils savent qu'ils vont faire quelque chose et qu'ils vont pouvoir aller jusqu'au bout. Et ça, c'est, je crois, l'intérêt, c'est ça pour eux aujourd'hui, c'est d'aller jusqu'au bout de leur œuvre. À l'atelier danse, devinez quoi? On danse, mais surtout on libère son énergie. C'est le cas de Gilles, qui a perdu la vue à l'âge de 20 ans. Ça me plaît, ça relâche. C'est la passion. Le moment où j'interviens, j'initie un mouvement où je sollicite l'élan. Ce qui compte dans les sensations, c'est qu'ils trouvent celle qui leur fait plaisir parmi les exercices qu'on peut leur proposer, personnes valides ou handicapées, et qu'ils réussissent à y accéder un petit peu. Parce que l'intégration sociale ne passe pas que par le travail, la jeune association Entraîne Naissance Handicap 37 propose ce type d'événement de découverte et ouvre l'art et la culture pour tous, vraiment. Et maintenant, place à la légende. À Romorantin, le musée Matra revient sur la plus grande course d'endurance au monde, les 24 heures du Mans, à l'occasion des 40 ans de la première victoire de Matra dans cette course prestigieuse. Jusqu'au mois de novembre, vous aurez le loisir de voir les 15 plus belles voitures de course qui ont notamment marqué les années 70, Jérôme Alain. Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ouf, c'est moi le roi de la route. Je mène la 200 à l'heure. Je peux faire Paris-Beyrouth en une demi-heure. C'est moi le... Tous ces bolides ont marqué l'histoire des 24 heures du Mans. La première édition a lieu en 1923. Les vainqueurs de l'époque feront 33 tours à une moyenne de 92 km/h. Un peu plus de 10 ans plus tard, en 1935, cette Lagonda M45 l'emporte, affichant une vitesse de pointe de 160 km/h. On est bien loin des prototypes des années 2000 et des Audi ou Peugeot qui atteignent aujourd'hui plus de 300 km/h dans la ligne droite des Hunaudières. On a une quinzaine de voitures qui, de 1935, pour la première des voitures présentées, jusqu'à la fin des années 2000, un panel de 15 voitures qui représentent effectivement tout ce qui s'est fait de mythique pour la plus célèbre course d'endurance du monde.
Et l'histoire des 24 heures est intimement liée au mythique Matra, dernière firme française vainqueur 3 années de suite, de 1972 à 1974. Henri Pescarolo hisse le bleu Matra en haut de l'affiche avec la MS 670, associée à Graham Hill en 72 puis à Gérard Larousse en 73 et 74. Roland Roy se rappelle de ces belles années, les plus belles pour cet ingénieur en carrosserie qui dessine alors les courbes des bolides bleus de 67 à 74. À l'époque, en 74, Matra, en peu de temps, a énormément progressé. Et je pense que le châssis coque, les épures de suspension, les dessins de forme, tout fait que c'était les meilleures voitures pour cette année-là. Et outre les mythiques Matra, l'exposition rassemble aussi la Ferrari 250 LM, première en 65, offrant à la Scuderia sa 9e victoire. L'année suivante, c'est Ford et la légendaire GT40 qui s'imposent aux Mans. Le petit bijou a été prêté par un particulier. Pour Danny Chanfraud, directeur du musée, la présence ici, à Romorantin, de la voiture américaine était évidente. Les années Ford au Mans, toute proportion gardée, c'est un petit peu comme les années Matra. Cette voiture de grand tourisme qui est devenue la lauréate pendant 3 années de suite et la voiture qui dominait vraiment. Donc oui, ça fait partie du mythe. L'exposition a été possible grâce au partenariat signé avec la Cité automobile de Mulhouse et le musée Mercedes de Stuttgart. Une rétrospective incontournable pour les passionnés des 24 heures et les amateurs de belles voitures. Voilà, c'est ainsi que se termine notre journal. Dans un instant, restez avec nous. Jérôme Parlange, responsable du pôle création à Centre Image, sera notre invité de la rédaction. Avec lui, nous parlerons de l'ouverture du Festival de Cannes. À tout de suite.